Quand on pense à l'armée, on pense à un groupe de personnes intimidantes mais avec des gadgets encore plus terrifiants. Mais ce n'est généralement pas le cas. Certaines armées, n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour intimider. D'une armée d'artistes de cirque à une armée d'utilisateurs de gyropodes, voici les 10 armées les plus embarrassantes du monde. Amazing! Woohoo! 10. Cité du Vatican. En plus d'être la plus petite nation souveraine du monde, le Vatican abrite également l'une des armées les plus embarrassantes. Techniquement, ces gars-là ne sont pas une armée. Il s'agit d'un groupe de mercenaires qui protège le pape depuis plus de 500 ans. Au XVIe siècle, la Suisse avait besoin d'argent, alors elle a envoyé quelques-uns de ses hommes comme mercenaires. Le pape avait besoin de gardes du corps, alors l'Église les a engagés et depuis lors, ils ont travaillé comme protecteurs du Saint-Père et défenseurs du Vatican. Mais il semble que depuis leur formation, ils n'ont pas pris le temps de développer leur apparence pour qu'elle colle à leur fonction. Si vous vous promeniez dans le Vatican, vous les prendriez probablement pour des bouffons de la cour avant de réaliser qu'il s'agit de la sécurité des lieux. Ces types sont presque toujours habillés de vêtements colorés qui donnent l'impression qu'ils font partie d'un cirque. Mais ne vous y trompez pas, les gardes suisses font partie des combattants les mieux entraînés au monde. C'est un miracle qu'ils ne rient pas en faisant leur travail. 9. Sao Tomé et Principe. Une armée qui s'habille avec des uniformes colorés, c'est peut-être drôle. Mais au moins, s'ils doivent partir en guerre, ils ont les ressources nécessaires pour affronter tous les intrus. C'est plus que ce que peut dire l'armée de Sao Tomé et Principe. Habituellement, dans des pays comme les États-Unis, le gouvernement dépense des milliards pour fournir les meilleurs gadgets à ses forces armées. Mais les choses sont un peu différentes dans ce petit pays africain. Avec une population de 200 000 habitants, l'armée n'a pas une tâche facile. C'est sans doute pour cela qu'on ne la prend pas au sérieux. L'ensemble de l'armée se compose de 300 individus environ. Rien que cela est effrayant quand on sait que c'est le nombre d'une seule unité dans certaines armées. Mais la situation est encore pire. L'armée ne dispose pratiquement d'aucune arme lourde dans son arsenal. Il n'y a pas de bateau, pas de navire de guerre. Elle ne dispose même pas d'une force aérienne. Avec un arsenal aussi faible, il est difficile d'imaginer comment le pays pourrait garder son intégrité face à une opposition sérieuse. 8. Monaco. Si vous vous trouvez un jour à Monaco, rendez-vous au Palais du Prince juste avant les 12 coups de minuit. Vous verrez une cérémonie impliquant un groupe de personnes défilant, portant des uniformes blancs. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais c'est toute l'armée de Monaco. Oui, il est sans doute difficile de croire qu'un pays qui accueille le plus grand nombre de milliardaires au monde met de côté la sécurité de ses citoyens pour se concentrer sur le fait de se déguiser et de faire des défilés cérémoniels tous les jours. Mais l'armée de Monaco est plus une attraction touristique qu'autre chose. Le pays n'a pas de chars, pas de dirigeables et pas de navires de guerre, mais dépend de la France pour sa sécurité. La principale préoccupation de l'armée est de s'assurer qu'elle est belle dans ses chemises bleues et blanches et qu'elle est à l'heure pour les défilés quotidiens. Ça, et protéger le prince, bien sûr. 7. USA. Vous avez probablement l'habitude de voir les officiers de l'armée utiliser différentes sortes d'animaux de bas pour faire leur travail. De nombreuses forces armées dans différents pays montent de puissants chevaux et certaines, comme la police au Brésil, montent même de terrifiants buffles pour patrouiller dans les quartiers. Nous avons aussi l'armée chinoise qui chevauche de puissants yaks dans les montagnes pour sécuriser les frontières difficiles et éloignées du pays. On pourrait penser que l'armée américaine pourrait leur opposer une bête aussi majestueuse. Et oui, je vous entends venir, je sais qu'ils utilisent aussi des chevaux. Mais à part cela, ils utilisent aussi l'animal le plus têtu de tous, les ânes. Je peux admettre qu'il s'agit d'un moyen efficace de transporter beaucoup de marchandises, car les ânes sont très forts. Mais il est quand même assez ridicule de voir un âne portant un lance-grenade MK47 de 40 mm sur son dos pour la plus grande et probablement la plus puissante armée du monde. Mais bon, si ça marche, ça marche. 6. L'île Maurice. L'un des plus beaux pays du monde, l'île Maurice est connue pour ses plages luxueuses et ses paysages de rêve. Si vous visitez le pays, vous aurez l'occasion de voir certains des plus beaux sites que vous puissiez imaginer. Il y a une chose que vous ne verrez pas cependant, c'est une armée. Le pays n'en a pas. Oui, dans tout le pays, il n'y a pas de force militaire. Vous vous demandez probablement comment le gouvernement assure la sécurité de ses citoyens et maintient l'ordre. Eh bien, c'est la partie embarrassante. La sécurité est assurée par une force paramilitaire contrôlée par le commissaire de police. Dans l'ensemble, l'unité militaire de l'île Maurice comprend 8000 officiers de police qui surveillent la vie quotidienne des citoyens, 1400 policiers mobiles spéciaux qui gardent les frontières terrestres et 500 gardes-côtes qui protègent les eaux.
Voilà qui n'a pas l'air d'être une véritable menace pour une force d'invasion. 5. Japon. Étant l'une des superpuissances mondiales, il est facile de supposer que le Japon possède l'une des armées les plus puissantes. Mais vous pourriez être surpris, car malgré sa population de plus de 120 millions d'habitants, ce pays insulaire n'a pas d'armée. Il n'en a pas toujours été ainsi. Avant la Seconde Guerre mondiale, le pays se vantait d'avoir une armée capable de rivaliser avec n'importe quel autre pays. Cependant, depuis sa défaite contre les États-Unis, le pays a tenté de devenir un pays plus pacifique. La Constitution japonaise de 1946 contient un article qui stipule que le pays renonce à la guerre et a donc aboli son armée et sa marine impériale. Cela signifie que le gouvernement s'est strictement interdit d'avoir une armée pour attaquer d'autres pays. Néanmoins, le Japon dispose d'une unité d'autodéfense qui compte plus de 150 000 soldats, ce qui signifie que la situation n'est peut-être pas si mauvaise que cela. 4. Irak. Le cas suivant peut être un peu surprenant. L'Irak vient tout juste de sortir d'une longue guerre civile contre l'État islamique qui sévit dans le pays depuis plusieurs années, alors nous savons tous qu'il a une armée. Mais voici une chose que vous ne saviez pas sur cette armée. Elle est remplie de civils. C'est vrai, il y a quelque temps, l'État islamique en Irak et au Levant a incité ses membres à marcher vers Bagdad. En guise de contre-mesure, le gouvernement a demandé des volontaires pour défendre le pays. Depuis lors, de nombreuses personnes, dont la plupart n'ont jamais été formées à la guerre, ont rejoint l'armée irakienne. Cette décision a certainement aidé les forces armées du pays à éviter un effondrement total et catastrophique, mais elle comportait des risques. Les recrues n'ayant pas été formées, elle a entraîné une augmentation du nombre de victimes. Si vous vous demandez à quel point la situation est mauvaise, imaginez donner un lance-grenade à quelqu'un qui était instituteur quelques années plus tôt. 3. Les Bahamas. Les pays dotés d'une armée de terre ont généralement une force navale pour compléter le tout. La marine est généralement formée comme unité de soutien pour les forces terrestres des pays. Mais saviez-vous qu'il existe un pays qui n'a ni armée de terre, ni armée de l'air, et qui possède pourtant une marine? Oui, tout se passe dans l'eau. Le minuscule pays des Caraïbes, les Bahamas, compte 368 000 habitants et n'a pas de force terrestre. Bien sûr, comme tout pays, les Bahamas ont probablement aussi des ennemis. Alors pour y faire face, la marine est chargée de sécuriser les territoires terrestres. Entre les patrouilles en mer et la sécurisation des terres, ces hommes ont du pain sur la planche. C'est d'autant plus difficile qu'il n'y a ni chars, ni véhicules blindés, ni camions militaires. Tout est concentré sur l'eau. 2. Tadjikistan. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, de nombreux pays sont partis avec d'importantes capacités militaires qu'ils ont absorbées dans leurs armées. Eh bien, tout sauf le Tadjikistan. Actuellement, l'armée tadjik dispose d'environ 2 classes d'hélicoptères des années 60 et 2 chars des années 70. Et c'est déjà beaucoup si l'on considère qu'ils n'avaient rien d'autre auparavant que l'équipement obsolète qu'ils avaient reçu de l'ancienne Union. Mais ce n'est même pas le pire. La chose la plus folle est que personne au Tadjikistan ne veut rejoindre l'armée. Le gouvernement a beau essayer de recruter des gens, la population du Tadjikistan ne veut rien avoir à faire avec son armée. Probablement à cause du faible niveau de vie et de l'équipement inadéquat. La situation est devenue si grave que selon certains rapports, le gouvernement enlève des gens et les force à rejoindre l'armée. 1. Patrouille en gyropode. Dubaï est connu pour beaucoup de choses. Des hôtels coûteux, des appartements de luxe. De toutes les choses mémorables de Dubaï, cependant, la force de police n'en fait pas partie. Et il y a une raison à cela. Alors que la plupart des forces armées se déplacent dans des chars blindés et des véhicules militaires lourds, la police de Dubaï préfère se déplacer en Segway ou gyropode. Peut-être ont-ils été inspirés par l'équipe d'intervention chinoise ou peut-être ont-ils eu l'idée eux-mêmes. Personne ne le sait, mais le résultat est hilarant. Il faut dire que Dubaï est un endroit très spécial, donc la façon dont la police protège ses habitants doit être différente. Mais celle-ci est tout simplement drôle. Il n'y a aucune chance qu'un envahisseur les prenne au sérieux s'il se présente sur le champ de bataille dans ses tenues. Cette étrange configuration leur vaut la première place dans notre vidéo aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? La patrouille de Segway de Dubaï va-t-elle devenir populaire? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Chacun d'entre nous a entendu parler du plan Marshall, le fameux plan d'aide que les États-Unis ont apporté aux nations européennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin de les aider à se rebâtir. D'ailleurs, plusieurs personnes déplorent le fait que l'Afrique n'a pas eu son plan Marshall. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que grâce à ce fameux plan Marshall, les États-Unis se sont grandement enrichis sur le dos de l'Europe et continuent de le faire d'ailleurs. Et on va se poser la question des aides. Rappelez-vous bien de ce que Thomas Sankara avait dit.
Une aide qui ne vous aide pas à vous passer de l'aide n'est pas une aide, c'est juste un système d'asservissement. Et je pense qu'il est super important, aujourd'hui où l'Afrique est au cœur de grandes décisions, qu'au travers des différentes solutions que l'on va aborder pour pouvoir permettre que le continent émerge, que l'on fasse très attention à la notion d'aide. Parce que tout le monde pratiquement parle de l'Afrique en termes d'aide. Nous allons aider, nous allons aider. En réalité, il n'y a pas vraiment d'aide. Quand on aide sur la table, en dessous de la table, on demande des contreparties. Même si elles ne sont pas monétaires, comme on va le voir avec le cas du plan Marshall, ces contreparties peuvent coûter très cher. Revenons un peu donc au niveau de l'histoire. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est bien évidemment en lambeaux et est en train de se rebâtir, parce qu'il faut le préciser, l'Europe est en train de se reconstruire. Et à ce moment-là, aux États-Unis, il y a une idée qui vient très stratégique qui consiste à dire, mais écoutez, on va aider l'Europe, c'est toujours ça. On va aider l'Europe à se passer du soviétisme, parce que le soviétisme est en train de grimper. À peu près 20% de la population dans les pays comme la France, la Finlande, sont communistes à cette époque-là. Et donc, l'idée des États-Unis, c'est de se dire, on va freiner le communisme, et pour ça, on va aider les nations européennes. Mais vous vous doutez bien que le simple fait d'aider quelqu'un ne signifie pas qu'il change radicalement son idéologie. Les États-Unis vont donc s'assurer qu'en plus de leur aide, ils vont obtenir en contrepartie des éléments fondamentaux. Alors, ce qu'on appelle aide, en réalité, c'est un prêt. Le plan Marshall, à la base, c'est un prêt, ok? Un prêt de 13 milliards de dollars. À l'époque, alors, 13 milliards de dollars à l'époque équivaut à 1,2% du PIB des États-Unis, qui aujourd'hui équivaudrait à peu près à 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros qui sont convertis aujourd'hui, les sommes qui ont été mises, qui ont permis de rebâtir l'Europe. Alors, qui vont en être les bénéficiaires? L'Angleterre, bien évidemment, la France, l'Allemagne, qui a besoin de se reconstruire, et un certain nombre d'autres pays. Très intéressant, un pays va refuser l'aide, et c'est l'URSS, l'Union soviétique. Et ils vont refuser l'aide en disant une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ils ont dit, nous ne vendrons jamais notre indépendance contre une aide temporaire. Waouh! Nous ne vendrons jamais notre indépendance contre une aide temporaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, d'après les soviétiques, le plan Marshall qui leur était proposé et qui était proposé aux Européens était en réalité un moyen de vendre son indépendance. Est-ce donc à dire que l'Angleterre, l'Italie, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là qui ont accepté le plan Marshall, est-ce qu'ils ont donc accepté de vendre leur indépendance? Le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est simplement d'aller voir les conditions qu'il y avait dans le plan Marshall. Et elles sont connues. Et bizarrement, on n'en parle jamais. On parle toujours du plan Marshall qui a aidé les Européens. Mais qu'est-ce qui était demandé en contrepartie? Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Même quand des États européens aujourd'hui envoient de l'aide en Afrique, ne soyez jamais naïfs. Il y a toujours des contreparties qui sont demandées. Bien évidemment, on va venir dire en grande pompe à la télé devant les médias, on a aidé à coups de milliards, de millions. Oui, mais qu'est-ce que vous avez demandé en contrepartie? Écoutez donc maintenant comment les États-Unis ont juste phagocyté le truc, quoi. Ils ont demandé un certain nombre de choses. Première chose, les pays bénéficiaires acceptaient de se conformer à la politique capitaliste libérale qui était le modèle économique des États-Unis. Il faut savoir qu'au sorti de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas les McDo, les Coca-Cola qui étaient partout en Europe. Non. Ces trucs-là étaient aux États-Unis et ça vivait là-bas aux États-Unis. L'Europe avait sa propre logique, ses propres boîtes et chacun se développait à peu près dans son coin. Les États-Unis ont dit, première chose, on va vous aider, mais la condition, l'une des conditions pour qu'on vous aide, c'est que vous acceptiez notre modèle. Que vous acceptiez le capitalisme libéral, c'est-à-dire que vous détruisiez en fait l'État. Que vous permettiez que les multinationales américaines puissent venir travailler librement chez vous, faire la concurrence, quitte à tuer même certains pans de vos économies. Et bien évidemment, les Européens ont accepté. Voilà pourquoi est-ce que je me méfie beaucoup des accords de libre-échange qu'on propose aujourd'hui aux pays africains. Et quand je vois certains s'enthousiasmer, je me demande même s'ils sont conscients de quoi il s'agit. Quand vous avez des pays comme la France, des pays industrialisés comme l'Allemagne, qui demandent à des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, de faire des accords de libre-échange, et que je vois des dirigeants qui réfléchissent ou même qui acceptent, je me demande qu'est-ce qui me tourne par an. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir mettre en deal quand tu t'appelles le Cameroun face à la France? Qu'est-ce que tu peux bien ramener sur la table pour faire des échanges, du libre-échange avec une aussi grande puissance?
C'est juste un moyen de pouvoir inféoder ton marché de produits qui viennent de l'étranger et de fait, tuer tes petits commerçants. Donc, premier point, les États-Unis demandent que tous les pays qui vont bénéficier de ça acceptent de se conformer à la politique capitaliste de l'Europe. Deuxième point, l'argent prêté, et ça c'est très fort, l'argent prêté servira à acheter des produits américains. C'est très intéressant. L'argent qu'on vous prête servira à acheter des produits américains. Et maintenant, de nos jours, quasiment tout le monde fait ça. Vous vous demandez parfois, mais pourquoi est-ce qu'on donne un marché à la France alors que la Chine était 10 fois moins chère? Vous vous posez la mauvaise question. Demandez-vous, qui a financé? Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que c'est une entreprise du pays d'origine, parce que même les Chinois font ça. Quand les Chinois prêtent de l'argent, en réalité, ils vous prêtent de l'argent, mais ils conditionnent le prêt à ce que vous travaillez avec des entreprises chinoises. Et c'est comme ça que vous avez vu que la Chine est arrivée massivement sur le continent avec ces entreprises. C'est qu'eux, ils vous disent, ok, pas de problème, nous vous prêtons de l'argent pour réaliser telle infrastructure, des routes, des ponts, mais pas de problème. Vous avez l'obligation de travailler avec des entreprises chinoises pour le faire. Et donc, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit que pour l'économie du pays, eh bien, ça fait des... C'est-à-dire, je te prête à droite et tu me redonnes à gauche. Bon, entre-temps, tu as eu une infrastructure. C'est ce que les États-Unis ont appliqué aussi vis-à-vis de l'Europe. C'est très stratégique. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Troisième élément, les dettes contractées par les pays devaient être émises en or ou son équivalent en dollars. Pas de question que ce soit en francs, français, francs, allemands. Non. Vous allez utiliser désormais l'or, les talons, ensuite ou alors le dollar. Ça c'était le principal. Mais il y a aussi eu un certain ensemble de règles culturelles et autres. Et j'ai par exemple découvert dans mes recherches de cette vidéo une règle qui m'a fait comprendre, waouh, ok. L'obligation de projeter chaque année au cinéma au moins 30% de films américains. Waouh! Vous avez bien compris? L'obligation de projeter au cinéma au moins 30% de films américains. Quand vous allez dans une salle de cinéma en France et que vous regardez la projection jusqu'aujourd'hui, vous avez au moins la moitié des projections qui sont américaines. Les Chinois ont refusé ça. En Chine, quand vous allez en Chine, vous avez quelques films américains, mais certainement pas une grande majorité. En Europe, en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ainsi de suite, partout dans ces pays, on est inféodé du cinéma américain. Qu'en est-il du cinéma français? Qu'en est-il du cinéma allemand? Ils se retrouvent à partager des petites vignettes. On connaît mieux. Et tout le monde sait quelle est l'idéologie des films américains. Vous n'avez pas remarqué? Les films américains ont toujours un objectif. C'est que le monde va mal et on va sauver le monde au travers d'une guerre. Et cette guerre-là, ce sont les Américains qui vont la faire. Armageddon, tout ce que vous voulez. Les sauveurs du monde sont toujours américains. Et voilà donc le type d'idéologie qu'on ramène dans le cinéma et qu'on propage dans le monde entier. Du coup, un petit Français de Calais, de Bordeaux, de Marseille, un Allemand qui est à Brême, qui est à Munich ou même à Cologne, grandit en se disant que le sauveur du monde, c'est un Américain. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'en Europe, il y a ce complexe qui existe vis-à-vis des États-Unis. Et je pense qu'il a été introduit de manière culturelle. Par contre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français et les Anglais ont conservé leurs anciennes colonies. Et donc, de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français et les Anglais ayant conservé leurs anciennes colonies, ils ont juste dupliqué des modèles de ce qu'ils avaient subi des États-Unis dans leurs colonies. C'est comme ça que vous vous retrouvez quand vous êtes au pays à voir des films américains qui débarquent matin, midi, soir, qui nous viennent de nos anciens colonisateurs, qui eux-mêmes les prennent des accords qu'ils ont pris il y a de cela pas mal d'années. Mon but ici, c'était de vous sensibiliser au fait qu'il n'y a pas de gratuité. Okay? Il faut arrêter avec la mission de gratuité. Il n'y a pas d'aide dépourvue de rien du tout. Non. Et le général de Gaulle l'a dit, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Donc, quand quelqu'un vous dit, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous parle du langage des aides, demandez-vous toujours quelle est la contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie. Récemment, par exemple, j'ai appris que la Suède et d'autres pays ont commencé à retirer leurs aides à des pays africains parce que ces pays-là avaient osé être contre la dépénalisation du mariage homosexuel, avaient refusé de dépénaliser tel truc. Vous voyez? Les aides ne sont jamais gratuites. Si tu ne te mets pas ou pas, si tu ne fais pas ce qu'on veut que tu fasses, ce que tu appelles aide là, disparaît. Et c'est ça la réalité du monde dans lequel on vit. Et il faudrait simplement que les Africains en soient conscients. Et le but ici, c'est pas de dire que les Russes, ce sont des anges. Il n'y a d'anges nulle part. Il n'y a d'anges nulle part. Les Russes que je vois, les Africains maintenant embrassés comme des demi-dieux, demandez-vous aussi, qu'est-ce que la Russie gagne? Qu'est-ce que la Russie gagne à aider
le Mali. Qu'est-ce que la Russie gagne à aider la Centrafrique? Hier, les anges, c'était les Chinois. Les Chinois étaient ceux qui étaient les anges pour les Africains. Quelques années après, on a compris ce que les Chinois eux-mêmes voulaient. On a compris les mêmes basses qu'ils voulaient avoir sur les matières premières sur le continent. On a compris, mais quelques années après. Ok? Donc, maintenant, ce sont les Russes qui arrivent. C'est le vrai moment de se poser la question. Qu'est-ce que les Russes veulent vraiment? Quels sont leurs intérêts? Est-ce qu'on est prêt à céder ça? Il ne faut plus qu'il y ait de la naïveté. Il ne faut plus qu'il y ait les aides, non. Parce que voilà comment est-ce que certains systèmes d'aide que l'on signe aujourd'hui nous emprisonnent sur 50 ans, 100 ans, 200 ans. Jusqu'aujourd'hui, les conséquences du plan Marshall, on les subit. On les subit jusqu'aujourd'hui. L'Europe, quand tu entends les journalistes européens parler, c'est toujours en mode les États-Unis le sauveur. C'est ancré. C'est ancré. Les États-Unis, c'est le sauveur. Le libéralisme économique est devenu la doctrine que tout le monde doit adopter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça est parti d'une aide qui a eu lieu à la fin d'une guerre, il y a de cela 80 ans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez la vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile à plusieurs égards à beaucoup de personnes. Hasta la vista, soir.